Il est difficile d'imaginer un monde sans couleurs. Les compagnies emploient les couleurs vives pour leurs produits pour les rendre identifiables. Tout au long du chemin de notre vie, les couleurs nous submergent. C'est important pour tout être humain, qu'il soit médecin ou bien artiste. Retournons à une des premières traces de couleur aux environs 20 000 avant Jésus-Christ, à la période paléolithique. Dans la grotte de Lascaux, plus de 600 peintures colorées préhistoriques représentant des mammouths, des cerfs et des chevaux. Il y a eu une révolution de couleurs dans l'ancienne Égypte aux environs de l'année 3000 avant Jésus-Christ, quand les Égyptiens ont commencé à employer le bleu, le turquoise, pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Le bleu employé par les anciens Égyptiens était chimiquement connu par tétrasilicate de cuivre et de calcium. Les Égyptiens ont découvert le lapis lazuli en Afghanistan et c'était le début d'une autre gamme du bleu qui était la couleur la plus chère au monde. Et maintenant, notre recherche commence. Mais pour comprendre comment les couleurs peuvent nous influencer, on doit premièrement comprendre comment on les aperçoit et on doit définir les ondes visibles et non visibles. La lumière est un rayonnement électromagnétique sous forme d'énergie produite par la matière, dont la longueur d'onde comprise entre la couleur violette de 400 nanomètres jusqu'à la lumière rouge de 800 nanomètres, correspond à la zone de sensibilité de l'œil humain. Il y a aussi le X-ray et les rayons gamma, qui sont d'autres rayons lumineux, mais non visibles à l'œil humain. Pour comprendre comment ce rayon est perçu par nous, on a consulté une ophtalmologue. To explain how light hits the eye and how the signal actually reaches the brain, we would like to consider first the pathway of light. It enters the eye through the cornea, then the lens. And the lens condenses the ray of light to a point focus on the retina. And from there, a signal is formed that will reach the brain. We have to realize that the signal that comes in is light. Nevertheless, light is not what reaches the brain. What reaches the brain is an electrical impulse. And in the retina, we have the rods and cones. They are distributed all around the eye, actually. The rods are all over the eye, except in the fovea, the point of highest resolution in the eye. And this point consists only or mainly of cones. There are no rods in this area. These two neuron-like cells are responsible of changing the light signal that comes in to an electrical impulse that actually reaches the brain via the optic nerve and the tract. And from here, this impulse will go from the rod to a bipolar cell to a ganglion cell. The ganglion cell is the cell that forms the optic nerve to the lateral geniculate nucleus, then to the visual cortex in the brain. We move from the ganglion cells, first the bipolar, then the ganglion cells. The ganglion cells all connect at the optic disc, our so-called blind spot, forming the first wire. From there, we move on backwards to the optic chiasm. And here, this is a very interesting thing that we have part of the nerves separate and go to the other side. They cross to the other side. And from the other eye, the same phenomenon happens as well. So the optic nerve has nerve fibers or impulses only from one eye. Behind the chiasm, we have mixed impulses from the right and from the left eye, from both eyes. There, the next relay, the next neuron that we have is at the lateral geniculate body. Then
we move to the, and up until there, everything is actually bound, more or less in a cable. From the optic tract, we start now here with, from the lateral geniculate body, we have the optic tract forming, and this one actually separates again the nerve fibers here start to radiate. That's why we call this an optic radiation. And this is how the electrical impulse reaches the brain. Pour comprendre comment la lumière atteint le cerveau, on doit comprendre comment la lumière passe par l'œil. Premièrement, la lumière atteint l'œil par la cornée, puis elle passe par la lentille, et la lentille converge tous les rayonnements lumineux en un point focalisé sur la rétine. Il y a aussi le fovea, qui est le point de résolution le plus élevé. Il y a aussi le point aveugle. C'est le point qui ne constitue pas ni de bâtonnet ni de cône, les deux photorécepteurs. Car c'est de ici où commence le nerf optique. Pour comprendre comment la rétine fonctionne, on doit premièrement faire un agrandissement de la rétine. La rétine est constituée de 3 phases. La première phase, c'est la phase des photorécepteurs. Et il y a 2 types de photorécepteurs. Les bâtonnets et les cônes. Il y a 3 types de cônes. Des cônes bleus, des cônes verts et des cônes rouges. Chaque cône, pour la synthèse additive, bleu, vert et rouge, les couleurs primaires de la synthèse additive. Ces photorécepteurs sont responsables de transformer le message lumineux en message électrique. Quand ils transforment le message électrique, le message passe d'ici vers des cellules bipolaires, puis les cellules bipolaires envoient le message aux cellules ganglionnaires. Et ces cellules ganglionnaires forment les premières fibres qui constituent le nerf optique. Après que les cellules ganglionnaires forment les fibres pour créer le nerf optique, le nerf optique est constitué de 2 types de fibres. Les fibres qui viennent de la partie gauche de chaque rétine des 2 yeux, qu'on va présenter en bleu, et les fibres de la partie droite des 2 yeux qu'on va présenter en rouge. Et ces 2-là forment le nerf optique. Après que le message est transformé, ça passe par le nerf optique et ici ça atteint le chiasma optique, puis le tractus optique, les fibres des 2 rétines commencent à se propager. Tous les messages de la partie entre guillemets rouge se regroupent et commencent à atteindre le cortex visuel droit. Et les fibres de la partie entre guillemets bleue se regroupent au niveau du chiasma aussi pour atteindre les fibres entre guillemets bleues se regroupent aussi au niveau du chiasma pour atteindre le cortex visuel gauche. Ici,
Et ici aussi se trouve le corps géniculé latéral. C'est où le synapse entre les deux nerfs se passe. Et c'est comme cela, le message lumineux atteint le cerveau. Les élèves de l'université de Curtin ont été évalués dans 3 chambres de couleurs différentes, bleu, jaune et rouge, après avoir fait en sorte qu'ils ne soient pas daltoniens. Les participants ont été demandés quelles sont les couleurs qu'ils vous poussent et inspirent à travailler et pourquoi. Les réponses ont été ensuite analysées pour différencier et voir les points communs des élèves. Les résultats sont les suivants. Le rouge emmène une tension, ne pousse pas à étudier, ne focalise pas l'attention, induit des sentiments de stress et de nervosité. Plusieurs élèves ont dit que le rouge leur fait penser du sang, de la guerre et du danger. Des autres ont dit que le rouge emmène de la fatigue oculaire. Le jaune, il ne pousse pas à travailler, altère l'attention, donne un sentiment de chaleur. La majorité des élèves ont dit que le jaune est une couleur très brillante, ennuyeuse et forte. Ils l'ont comparé avec le soleil, qui donne beaucoup de chaleur. Le bleu pousse à étudier, confortable pour l'œil, facilite la concentration. Cette couleur a été comparée par le ciel et l'océan. Lors de l'expérience, les pulsations des élèves ont été mesurées. Et d'après les résultats, on peut apercevoir que le battement du cœur augmente lorsque les individus sont devant la couleur rouge et le jaune. Contrairement, lorsqu'ils confrontent la couleur bleue, la pulsation du cœur diminue. L'université de Chiba a suivi un test sur 11 étudiants universitaires, 6 hommes et 5 femmes d'âges différents entre 20 et 31. Ils leur ont montré le rouge, le vert et le bleu successivement. On peut voir que l'intensité cérébrale du rouge est toujours plus importante que le bleu et le vert, ce qui déduit que la réaction à la radiation rouge est plus forte que les 2 autres couleurs. Donc, après multiples recherches, on en conclut qu'il y a une relation directe entre la longueur d'une onde et son effet sur les individus. Le rouge, qui a une longueur d'onde de 800 nanomètres, a un impact significatif sur notre énergie, stress et attention. Contrairement au bleu, avec une longueur d'onde courte de 400 nanomètres, apaise, ne stimule pas le cerveau, ne demande pas de réflexion et nous calme. Donc, après ce long chemin de plusieurs recherches et diverses rencontres, on a remarqué qu'il y a un manque d'informations et de recherches sur ce sujet vaste. Et donc, on voulait proposer des recherches plus approfondies. Car si on vivait dans une ambiance de couleurs perturbantes, et si les murs de nos maisons empêchent notre créativité, et on n'est pas conscient.